Et donc, j'ai parlé que des bacilles gram négatifs, mais je n'ai pas parlé que des entérobactéries. Alors, tout d'abord, c'est un plan de surveillance de la résistance en étroite collaboration avec le bureau régional de l'OMS, surtout pour la région EMRO, le bureau local de l'OMS et le centre de collaboration de l'OMS qui est situé en Allemagne, et c'est l'Institut de Robert Koch en Allemagne, donc qui gère ce réseau qu'on appelle le réseau GLAS. Nous allons le voir ensemble. Donc, j'aimerais aussi donner une introduction pour pouvoir entrer dans le vif du sujet. Au cours du XXe siècle, les antibiotiques ont fait reculer la mortalité, surtout celle qui est associée aux maladies infectieuses. On a commencé à déchanter très vite lorsque leur utilisation massive à l'hôpital ou en ville a conduit à l'apparition de bactéries résistantes. Et cette résistance est devenue un phénomène global, international et très préoccupant qui a fait réagir sur le plan national la communauté internationale. Et je me rappelle qu'en 2015, Barack Obama avait donné une série de points à suivre, et on a mis au niveau de l'OMS la résistance aux antibiotiques comme étant une priorité de santé. Donc, pour éviter le pire, cette communauté internationale s'est mobilisée, et la route est parue quand même, elle apparaît longue et fastidieuse. Vous allez voir pourquoi. En fait, qu'elle soit à l'hôpital, ce qui est le plus gros de la question, ou en ville, la balance penche beaucoup plus pour les bactéries en ce moment et pour la résistance aux antibiotiques que pour nous, qui sommes normalement censés arrêter ce fléau. Pourquoi ? Parce que, comme vous voyez, de 4% en 2002, c'est-à-dire la résistance internationale, à 10% en 2018, donc la résistance augmente en flèche, contrairement à la création ou à la fabrication d'antibiotiques qui diminue d'une façon draconienne. Et on est passé de 16 antibiotiques développés entre 1983 et 87 à un seul antibiotique entre 2008 et 2012 jusqu'à présent. Et c'est normal, on comprend ça, parce que quelle est l'industrie qui va fabriquer des antibiotiques pour lesquels les bactéries vont résister, ils vont se casser la figure et ils vont avoir des pertes économiques draconiennes. Donc la balance pour l'instant n'est pas de notre côté. J'espère qu'elle sera perturbée dans quelques années. Résistance bactérienne aux antibiotiques, donc elle touche tous les pays à des degrés variables selon les espèces pathogènes, les habitudes de prescription des antibiotiques, et vous verrez comment est la prescription chez nous, elle n'est pas à envier à 100%, et les pratiques d'hygiène. Donc connaître dans chaque pays l'état de résistance des principaux pathogènes et suivre leurs évolutions est très précieux, et il faut vraiment s'atteler à faire la surveillance de sa résistance dans son pays. Donc, de nombreux pays ont opté pour des réseaux de surveillance tels que l'ONERBA en France, l'IRS en Europe et le système GLAS que nous suivons actuellement. Je reviens aux définitions. Donc, rapidement, les experts internationaux ont donné différentes définitions. La première étant les MDR. Les MDR, lorsque la bactérie résiste à un antibiotique au moins de 3 familles, c'est-à-dire vous avez 3 familles d'antibiotiques, dans chaque famille il y a une résistance à un antibiotique, on parle de MDR. Sinon, XDR ou Extremely Drug Resistance, c'est une bactérie qui est résistante à tous les antibiotiques, à l'exception d'un ou 2 antibiotiques dans une famille. Et enfin, Pan-Drug Resistance, c'est des bactéries tautorésistantes et qui résistent à tous les antibiotiques. Et croyez-moi que ça existe et c'est fréquent, en particulier dans les unités de soins intensifs ou lorsque l'antibiothérapie de première intention est déjà au moins double, voire triple. Les conséquences sont graves sur le plan humanitaire, mais également sur le plan économique. Et comme vous voyez, elles touchent toute la planète. Et si on voit la projection, elle touche donc toute la planète. Et si on voit la projection en 2050, on voit que 10 millions de personnes pourront mourir d'une résistance aux antibiotiques, tout comme les autres fléaux tels que le cancer, le choléra, les maladies diarrhéiques, etc. Donc la résistance aux antibiotiques fait actuellement partie des grands fléaux de santé publique. Alors, si on n'agit pas aujourd'hui, on sera démuni de traitement bientôt. Donc, je reviens à notre plan d'action qui a été mis en place en 2015. En 2015, on a créé un comité technique de surveillance de la résistance aux antibiotiques. Je faisais partie des
gens qui ont participé à ce plan depuis le début jusqu'à maintenant. Et ce plan est multipartite, il rentre dans le cadre One Health, c'est-à-dire la santé pour tous, car il concerne le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Industrie et le ministère de la Santé humaine. Je vais parler bien sûr du côté humain, enfin du côté du plan national de santé qui nous concerne. Donc depuis 1999, déjà, on avait des données fragmentaires. On avait un système de surveillance qu'on avait, suite à un grand projet de recherche, on avait l'ART, laboratoire d'antibiorésistance en Tunisie, qui était à Charnicole, un des grands hôpitaux de Tunis, à peu près 1000 lits, et qui avait inclus plusieurs hôpitaux, soit selon l'affinité, soit selon la distance qui le séparait à d'autres laboratoires. Mais les données étaient fragmentaires, on avait des publications, des conférences, des communications par-ci, par-là. On savait à peu près ce qui se passait, mais ce n'était pas dans un cadre organisé. Et donc, depuis 2015, on a notre plan national de référence, qui est le plan de surveillance de la résistance antibiotique proprement dit. Il rassemble des données chiffrées et comparatives avec des publications régulières sur le site, surtout www.infectiologie.org.tn, et avec des travaux de recherche pertinents on arrive à centraliser l'identification des mécanismes de résistance impliqués, comme vous le verrez dans les résultats. Donc, l'objectif de l'ART, c'est d'analyser et de rapporter les données de l'ART sur une base régulière des indicateurs, détecter les résistances émergentes, utiliser les données pour la mise en œuvre des programmes de prévention et des contrôles ciblés et évaluer l'impact des interventions. Et justement, ce centre de référence, c'est lui qui a remplacé l'ART. Donc, il est SIS toujours à l'hôpital Charnicole, mais il s'appelle Centre de référence de la résistance aux antibiotiques. Nous travaillons selon une méthodologie standardisée. Nous utilisons le CAST, quoique parfois on est bloqué par certaines demandes de le CAST, soit par manque de réactifs en Tunisie, soit par la cherté des réactifs. Donc, on a un recueil des données qui est similaire, avec un contrôle de qualité interne et un contrôle de qualité externe, les mêmes critères d'interprétation, et on élimine en général dans cette interprétation les doublons épidémiologiques. Alors, comme vous voyez, la Tunisie donc, a intégré ce centre en 2016, le système GLAS en 2016, et en 2020, le système GLAS, il regroupe déjà, le 20 mai 2020, il regroupe 92 pays. Alors, donc nous avons 11 sites de surveillance, nous allons les voir tout à l'heure, qui représentent 20% du nombre total des lits d'hôpitaux dans le pays, ce qui paraît insuffisant, mais vous verrez que quand même c'est assez représentatif. Alors, comment on présente le rapport GLAS? On doit envoyer la collecte des données démographiques, cliniques, épidémiologiques, microbiologiques des patients. On doit veiller aux bonnes pratiques et apprendre aux laboratoires qui participent un soutien financier, autant que possible, en général par l'OMS. Donc, établit et surveille le plan national. Ils ont un droit de surveillance du plan national et nous recevons souvent des experts qui passent et qui voient. Rassembler les données nationales de la résistance aux antibiotiques et on les communique tous, en général à travers le laboratoire de référence. Alors l'unité des laboratoires, qui est l'organisme du ministère de Santé qui gère tout ce qui est travail des laboratoires, vise à augmenter le réseau et à passer à 30%, et avec... c'est bon pour le temps, et intégrer autant que possible le secteur de libre pratique. Donc comme vous voyez, les laboratoires concernés sont ici, ils sont situés à ce niveau, avec 5 labos à Tunis, et ils sont tous des hôpitaux universitaires. C'est pour ça que c'était plus facile d'intégrer le centre. Alors, le rapport, il comprend, en plus des données qu'il nous demande sur la résistance de telle ou telle bactérie, des informations générales du pays, l'âge, le sexe, le site de prélèvement des bactéries et l'origine de l'infection, et vous pouvez le consulter à tout moment. Alors, les données de l'ART, maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé dans tout ça? C'est les résultats. Les BMR qui posent le plus de problèmes en Tunisie, ce sont les bacilles gram-négatifs, et ils sévissent selon un mode endémique, parfois épidémique, dans certains hôpitaux ou dans certains services.
Alors, au départ, la résistance était l'apanage des laboratoires publics. Malheureusement, la résistance est en train d'aller vers le libre pratique. Vous verrez l'exemple. Un seul laboratoire est impliqué actuellement et il suit exactement la même stratégie que celle des labos publics. Alors, comme on voit, jusqu'en 2019, on voit la résistance, l'évolution de la résistance au C3G, au céphalosporine de 3e G. Chez Klebsiella pneumoniae, parce que c'est notre bête noire. Donc, au début, il y a eu une augmentation jusqu'en 2007-2009, et puis après, la situation est fluctuante mais stable. Cependant, on a l'apparition d'une résistance à l'ertapenem et à l'imipenem qui, elles, ont constante augmentation. Une petite augmentation d'année en année, mais une augmentation constante. Alors, celles qui produisent des bêta-lactamases, les Klebsiella ou les entérobactéries ou les bacilles gram-négatifs, qui produisent des bêta-LSE, généralement de type céphotaximase de type M15, ce sont Klebsiella pneumoniae, 48%, Enterobacter cloacae, 26%, en plus des céphalosporinases hyperproduites, et les Escherichia coli, environ 19%. Maintenant, pour les carbapénémases, nous avons 22,4% des Klebsiella qui produisent des carbapénémases et l'étude moléculaire a démontré qu'elles sont de type oxacylinase, NDMA ou KPC. Les bacilles gram-négatifs, donc, pour glace, on s'appuie sur l'hémoculture, car c'est beaucoup plus fiable que les études tout germe, tout venant, tout germe, tout prélèvement. Donc, on donne généralement les résultats des hémocultures, et les résultats sont plus récents, donc ils datent depuis 2020. Donc, la résistance au C3G, Klebsiella pneumoniae, vous voyez, ça a augmenté, 68,4%, 29% dans le secteur privé, ce qui n'est pas négligeable. Et pour Escherichia coli, 36,1%, et 14,55% aussi dans le libre pratique, alors que, comme vous savez, que Escherichia coli est au moins 3 fois plus isolé que Klebsiella dans le libre pratique. Donc, ça reste, les céphotaximases restent beaucoup plus l'apanage de Klebsiella pneumoniae. Pour la production de carbapénémase, c'est Acinetobacter baumannii qui vient en premier, et c'est surtout des oxacylinases, donc vous voyez 82,5%, suivi de Klebsiella pneumoniae, 27,7%, toujours les oxacylinases, les NDMA et les KPC, et il y a juste 1,385% de carbapénémase isolés dans ce laboratoire de libre pratique. Pseudomonas aeruginosa sécrète des VIM, donc dans 25,8% des cas, et pour Escherichia coli, ça reste encore un germe sensible au carbapénème, hamdallah. Alors, la résistance à la colistine, quand elle a commencé à apparaître, et nous avons Acinetobacter baumannii qui on n'utilisait que la colistine dans les hôpitaux, donc on a déchanté très vite. La résistance a commencé à apparaître, 21,% des Klebsiella qui sont sécrétrices de carbapénème sont en même temps résistantes à la colistine. Acinetobacter baumannii reste heureusement sensible encore, 5%, et Pseudomonas aeruginosa, carbapénémase plus, ne sécrète pas encore de résistance à la colistine. Les mécanismes de résistance sont des mécanismes de mutation chromosomique sous forme d'opérons XY, voilà, les opérons, ils sont là, mais on a encore absence de plasmides porteurs de cette résistance, Dieu merci, parce que le jour où on aura des plasmides, on aura beaucoup plus de diffusion. Aucune résistance à la colistine dans le secteur privé pour l'instant. Les bacilles gram-négatifs, le reste, donc résistance au fluoroquinolone, elle est très élevée, que ce soit dans le public ou dans le privé, et je sais qu'on utilise beaucoup de fluoroquinolone en Tunisie, quelquefois c'est même pas justifié. La résistance aux aminosides, alors à part la Klebsiella qui est résistante à 27%, et surtout Acinetobacter baumannii à 79%, et Escherichia coli reste peu résistante, elle reste sensible à l'amicacine. Il en est de même dans le secteur de libre pratique, et Pseudomonas aeruginosa est résistant dans un quart des cas. Enfin, la résistance au cotrimoxazole, le Bactrim, vous savez, il est utilisé à tort et à travers, que ce soit dans le libre pratique ou dans le public. Donc nous avons des chiffres de résistance qui avoisinent les 50% pour Klebsiella, 40% pour coli, et autour de 30% en libre pratique, ce qui est déjà énorme. Donc, si pour récapituler un petit peu ces données, je dirais que si
on voit la région de l'Hérault. Si on voit pour les klebsielles qui sont résistantes au carbapénème, on peut dire qu'on se situe déjà dans la zone de 10 à 30%. On peut dire qu'il n'y a pas encore le feu à la baraque, mais attention. Par contre, si on passe à la Cynitobacter baumannii qui est résistant au carbapénème, vous voyez plus de 80%, donc on est les champions. Et ensuite, pour les résistances à la colistine, on peut dire qu'il y a une bonne alerte, mais on peut encore rester confiant si on aménage nos protocoles de prescription des antibiotiques. Quelles sont les forces et les faiblesses du système actuel de surveillance? Tout d'abord, il s'agit d'études multicentriques standardisées depuis 1989, avec des données fiables depuis 2015 et une identification des mécanismes de résistance qui sont impliqués. Cependant, les données ne sont pas représentatives à l'ensemble du pays et les données communautaires manquent pour l'instant. J'espère qu'elles seront meilleures plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des défis à relever, soit qui concernent la capacité des laboratoires nationaux de contrôle, de l'OMS, l'extension à des sites, d'autres sites de surveillance, la surveillance intégrée de la résistance aux antimicrobiens et la collaboration avec les différents secteurs. Alors, plusieurs axes, je ne vais pas tout citer, juste l'axe de mise à niveau des laboratoires avec des formations, avec des évaluations et surtout l'évaluation du laboratoire national de contrôle lui-même. Il est évalué en permanence, plus les autres laboratoires qui participent, on est évalué tout le temps pour la sécurité, pour la biosécurité et pour la faisabilité, donc pour l'application des critères. Et voilà, on aimerait quand même élargir le réseau. Surveiller la consommation des antibiotiques, comment peut-on la surveiller? Eh bien, on a fait une étude et cette étude va montrer, cette étude a été faite en 2019, c'était une étude ponctuelle dans 26 hôpitaux, elle a porté sur 5275 dossiers et vous remarquez que la partie la plus étudiée est celle du bas et donc c'est celle qui englobe tous les laboratoires qui sont dans le réseau. Donc ce sont des CHU, Dieu merci, c'est pour ça que je vous ai dit que quand même le réseau peut être représentatif de l'état actuel de la résistance. Eh bien, ce sont surtout les unités de soins intensifs, les unités de chirurgie qui sont consommateurs d'antibiotiques et aussi la pédiatrie, ce qui fait un peu mal au cœur. Voilà. Alors, quels sont le nombre de molécules? Est-ce que c'est une mono, bi ou trithérapie ou plus? En général, c'est la monothérapie dans 57%, suivie de la bithérapie dans 31% des cas, ce qui n'est pas négligeable, et dans 10% des cas, on a même une trithérapie. Quels sont les top 10 des molécules utilisées? Ce sont les bêta-lactamines et les céphalosporines. Et il n'y a pas de surprise, justement, de trouver que le plus de résistance se situe dans ces familles. Quelle est la conformité de la prescription? Est-ce qu'on prescrit à bon escient? Dans 81% des cas, on ne prescrit pas à bon escient, soit par manque de protocole, soit par oubli, soit par négligence, soit par plusieurs manques, et c'est seulement dans 12% des cas qu'on a une bonne prescription avec donc une bonne compliance aussi, suivant les recommandations. Donc, quelles sont les recommandations qu'on a faites? Recommandations suite aux résultats, c'est l'élaboration. On est en train d'élaborer des guides nationaux de traitement des principales maladies infectieuses en se basant avec les sociétés savantes, justement, sur les données actuelles de l'ART, définir et mettre en œuvre une politique d'usage rationnel des antibiotiques, définir et mettre en œuvre une politique de gestion des risques infectieux, programme de prévention et de contrôle des infections au niveau national, mais au niveau des établissements de santé de première et de seconde ligne, afin de réduire la propagation des BMR, une stratégie d'hygiène des mains, une stratégie de détection précoce des résultats, d'investigation et des contrôles d'épidémie. Comme ça, on élimine la transmission des bactéries et on stoppe les épidémies dans les hôpitaux. Et je ne dirais assez que personne ne peut travailler et aboutir à d'excellents résultats s'il n'a pas une auto-évaluation, une réévaluation et une amélioration de ses conditions de travail, ce qui rejoint ce qu'a dit Mme Vassot ce matin, et donc la qualité.
Et ça, c'est ma conclusion. Donc voilà le récapitulatif de la stratégie en cours, 5 axes. Le premier étant surtout d'élargir le réseau de l'ART, et le deuxième, la mise à niveau des laboratoires. Pour nous, c'est le plus grand chantier, plus les consensus de traitement. Et je vous remercie de votre attention.